Alors, ma pratique d'abord, c'est la philosophie, et la philosophie, c'est la pensée de toute transformation. La philosophie, l'amour de la sagesse initialement, c'est en fait un désir de comprendre nos propres embrigadements mentaux, nos propres conditionnements, nos propres préjugés. Et donc dans toute transition, il s'agit de réfléchir sur nous-mêmes et de se dire les choses que je sais ou que je crois savoir, est-ce qu'elles viennent vraiment de moi? Est-ce qu'elles sont vraiment en adéquation avec la vie? La philosophie, c'est cette pratique de méditation très active qui consiste à faire une sorte de check-up de toutes les vérités qu'on a et à dire, voilà, est-ce que ça vient de moi ou pas? Est-ce que je suis libre dans ce que je pense? En quoi consiste ma liberté de créer, de penser, d'imaginer? Donc déjà, la philosophie, c'est une pratique de la pensée de la transition au sens de remettre tout ce qu'on pense comme des blocs monolithiques sans vie dans le mouvement. Remettre en mouvement la pensée, remettre en mouvement les idées, remettre en mouvement la vérité. Alors, transition, il y a l'idée qu'on a déjà préfiguré la case d'arrivée. Transition, une transition entre A et B, on connaît déjà B. Une sorte de translation. Donc on parle par exemple de transition digitale, c'est-à-dire qu'on sait qu'on doit aller vers le digital, utiliser les technologies numériques, et il y a une transition à faire parce qu'on est avec d'autres process, et donc on va devoir digitaliser l'entreprise par exemple, qui concerne beaucoup de gens, beaucoup de gens travaillent en entreprise et sont en cours de transition numérique. Et donc la transition, c'est vraiment de l'ordre du process, de la rationalité, de là où on va, on sait à peu près où on doit aller. La transformation, c'est un mot assez générique qui veut tout dire, qui veut dire transition ou métamorphose. Il y a l'idée d'une émergence, beaucoup moins que la métamorphose, qui est vraiment beaucoup plus dans l'émergence du nouveau. Et la transformation peut aller dans le bien ou dans le mal, peut aller dans le choc ou dans le charme, peut aller dans le pire ou dans le meilleur. Elle n'est pas bonne en soi. Il faut critiquer ce bougisme, dirait un philosophe, cette idée que parce que ça se transforme, c'est positif. Non, ça peut se transformer en pire. La transformation n'a pas de positivité en elle-même. Donc c'est un mot générique, et d'ailleurs avant Ovide en l'an 1 qui a écrit Les Métamorphoses, qui invente ce mot, métamorphosis est inventé au tout début du millénaire, eh bien, on parlait de transformation. Les Grecs utilisaient le mot transformation. Et tout d'un coup, Ovide arrive, nous relate dans un mixte d'épopée, de saga, de poésie, donc déjà quelque chose d'hybride au niveau du récit, nous relate quelque chose qui n'est pas la transformation, mais la métamorphose, les métamorphoses. Et il y a vraiment l'idée dans la métamorphose d'un merveilleux avenir qu'on ne peut pas maîtriser. C'est pour ça que ce mot est assez fantastique. Alors on est loin de Kafka, la métamorphose horrible en monstre, en insecte, et la métamorphose de toute la famille derrière lui, qui se transforme au contact de cet homme devenu insecte dans la fameuse nouvelle de 1912. Donc là, on a affaire avec la métamorphose à une part d'enchantement, en faisant confiance à la vie, à sa puissance créatrice. Et à la rigueur, la métamorphose, c'est laisser faire la vie, et encore faut-il qu'elle s'insuffle dans le corps en voie de métamorphose. On ne contrôle pas le papillon que va devenir la chenille, c'est la vie qui le contrôle. On ne contrôle pas un enfant qui va se métamorphoser tranquillement en adulte. On peut deviner, il y a déjà des signes avant-coureurs, il y a des prémices, des indices. Mais on ne peut pas vraiment contrôler la chose, même si on lui donne une bonne éducation. Il y aura tellement d'agents transformateurs, il y aura tellement un processus interne qui poussera pour qu'il déploie ses potentialités, qu'il faut avoir cette humilité de se dire, la métamorphose, je peux juste lâcher la vie, mais je ne sais pas ce qu'elle va advenir, ce qui va advenir à travers ça. C'est pour ça que c'est un mot assez beau. Moi, je préférais aujourd'hui parler de métamorphose et même de métamorphose numérique parce qu'au-delà des transitions numériques qui sont calculées et qui dépendent de business plans, on a affaire à une métamorphose de la façon de connaître, de l'accès au savoir, de la façon d'instruire les jeunes qui utilisent beaucoup les smartphones et de la façon de communiquer entre nous avec les nouvelles technologies. C'est très vivant. Je développe aussi des applications sur smartphone. Donc je connais des applications de développement personnel, Dipro, le jeu du Phénix, Philohack. Et donc je vois un peu comment la philosophie ou la réflexion sur soi peut utiliser des formes très modernes d'applications pour essayer de changer la conscience de chacun. Donc on ne sait pas où ça va. Notre boulot, c'est de faire tendre ça vers la vie et de laisser libre cours à la vie. Réussir déjà,
ça veut dire qu'on voit à peu près ce que signifie réussir. C'est pas évident du tout. Il y a des échecs dans la vie qui sont des vraies réussites. Il y a des gens qui sont au chômage, ce qui est un échec, alors qu'ils voulaient travailler, ils ne trouvent pas de travail. Et au bout du compte, ils déploient en eux des potentialités qu'ils n'auraient jamais déployées en ayant un travail fatigant, contraignant et qui occupe beaucoup de cases mentales d'énergie. Donc un échec peut être un succès peut en fait être un échec. Beaucoup accèdent à la gloire par exemple et le vivent très mal et voient leur humanité, leur générosité se dégrader, voire même jusqu'au suicide. Il y a des grands noms qui n'ont pas supporté cette immense responsabilité d'avoir des fans et d'avoir de la gloire. Donc déjà la réussite, qu'est-ce que c'est? Si on doit définir la réussite, j'ai l'impression qu'il y a une réussite personnelle, c'est le déploiement radieux de la vie en soi. Déploiement, ça veut dire qu'on n'est pas dans la contrainte, on laisse la vie transparaître, et radieux parce que ça ensoleille les autres. Ce n'est pas une vie torturée, ce n'est pas une vie qui va vouloir tourner les autres vers la mort, vers la dureté. Non, c'est une vie radieuse, ce que j'appelle l'exhilaration, une sorte de sentiment d'euphorie, de rire. On a l'impression que tout est possible. C'est une sensation, le possible pour moi, de l'espace des possibles. Tout n'est pas possible. Mais par contre, il y a un sentiment de possibilité. C'est ça le bonheur pour moi. Voilà, donc ça, c'est la réussite. Quand on arrive à cet état où on a l'impression que la vie nous met dans une humeur de champagne, sans même avoir à consommer, que la vie nous pique au bout des doigts et qu'on est prêt à toutes les folies avec l'autre, c'est quand même pas mal. Donc si c'est ça la réussite, l'épanouissement de ses potentialités à même la vie, qu'est-ce qu'il faut oublier? Alors, c'est dur de dire il faut oublier, on connaît le paradoxe, mais je pense qu'il faut oublier les peurs profondes et violentes du passé. Je pense qu'il faut revoir à neuf notre chapelet de peur. C'est bien d'avoir peur, c'est des bonnes indications. La peur est un immense signal d'alarme très important. Mais les peurs du passé que l'on traîne, il faut les revoir à jour, il faut les remettre à jour. Et plein de peurs ne sont pas nécessaires. Notamment une peur qui est très profondément ancrée dans nos contemporains, c'est la peur de l'abandon. Cette peur de perdre maman. Il faut savoir que sur les champs de bataille, de Napoléon jusqu'à Alexandre le Grand, on entendait, après l'atrocité d'une guerre et d'un champ de bataille, parmi les rescapés, on entendait des cris, des douleurs, des choses proches de l'animal, parce que ça souffrait, mais on entendait maman. Le mot maman, maman. Des soldats rompus à l'art de la guerre disent maman quand ils sont dans l'agonie. C'est intéressant, ça veut dire qu'il y a un lien très profond avec cette idée que dans la vie, si j'ai personne pour m'épauler, dans les moments les plus durs, les plus sombres, je sombre encore plus. Donc ça, il faut remettre à jour son indépendance et son autonomie, et donc oublier les peurs qui nous étouffent. Quand on voit qu'on est dans un fonctionnement compliqué, ce que certains appellent une névrose, c'est important de voir que c'est toujours connecté à une peur, et peut-être que cette peur, il faut y mettre de la poésie, de la distance, de l'humour, l'éradiquer, je ne sais pas si c'est possible, mais en tout cas, la mettre en littérature, la faire entrer dans notre littérature intime et non pas dans notre mode survie absolue. Donc relativiser les peurs, les oublier éventuellement. Qu'est-ce qu'il faut conserver? C'était quoi conserver? C'était conserver. Voilà. Alors qu'est-ce qu'il faut conserver pour être dans cette générosité solaire? Je pense qu'il faut conserver cette immense humilité de se dire que l'autre que j'ai en face de moi, j'aurais pu le devenir. L'autre, c'est moi. C'est une expérience scénaristique humaine qui n'a pas vécu le même scénario que moi, mais si j'avais eu à vivre son scénario intime, je serais devenu lui. La génétique a des très très grandes limites en fait. Et donc l'autre est une sorte de scénario alternatif de moi-même, ce qui est très intéressant parce que les chemins qu'il a empruntés, qui lui ont fait devenir ce qu'il est, je ne les ai pas empruntés, donc je ne dis pas qu'il faut être blasé, au contraire, il faut s'intéresser, il faut s'émerveiller de l'autre. Mais je crois vraiment que ce qu'il faut conserver, c'est l'idée que notre unicité, notre singularité est le produit d'un scénario de vie et que l'autre aussi a un très beau scénario de vie et qu'il faut vraiment conserver cette humilité par rapport à ça, ne pas se sentir supérieur par des signes extérieurs de réussite qui sont vains, qui sont inculqués par une société qui nous veut dans la compétition en permanence. Jalouser l'autre ou vouloir être jalousé par l'autre, qui est une passion très peu comprise, mais il y en a plein.
c'est pas tellement jalouser l'autre, c'est vouloir être jalousé. Tout ça c'est vain, et que conserver sa part d'humanité, un peu comme l'empereur à Rome qui venait de se faire couronner empereur, c'est-à-dire l'homme le plus puissant de toute la terre, parce que l'Empire romain c'était quand même colossal. Il avait donc pendant son triomphe, sa grande cérémonie d'investiture, on va dire, pour devenir empereur, il avait un esclave qui tenait les lauriers au-dessus de sa tête, et il lui répétait, l'esclave, alors que tout le monde l'acclamait, se soumettait, c'était la gloire. Et bien l'esclave lui répétait cette phrase: n'oublie pas d'où tu viens, n'oublie pas que tu es un homme. Tu n'es pas un dieu, n'oublie pas d'où tu viens, n'oublie pas ton parcours, ton scénario de vie. C'est un scénario parmi tant d'autres. Oui, tu es empereur, et n'oublie pas que tu es un homme. Et je crois que c'est ça ce qu'il faut conserver, ne pas oublier cette humilité de se dire je suis un homme comme l'autre. Ce qui n'empêche pas de condamner l'autre moralement s'il agit mal, parce que le scénario n'excuse pas des actes litigieux. Pour moi, Hitler, je ne lui pardonne pas. Je prends tout de suite quelque chose d'extrême, mais c'est pas parce qu'on comprend qu'il a été battu, etc., qu'il ne faut pas excuser. Il y a une morale. Moi, je suis pour du bien et du mal, et je pense que... Mais on peut comprendre comment on choisit ce côté-là. On peut le comprendre, ce qui ne veut pas dire l'excuser. C'est important. Et puis, qu'est-ce qu'il faut créer? Je pense qu'il faut réinventer, créer, je ne sais pas comment, enfin, j'ai quand même des pistes. Il faut créer le sentiment d'une appartenance collective qui ne soit pas étouffante. Il faut créer du nous. Ce qu'on a vu avec la crise des Gilets jaunes, très vite, ils ont essayé de faire politique. Non pas faire de la politique, ils s'y refusaient, mais faire politique, faire corps, faire sens. Donner du café au rond-point, c'est déjà un acte politique. Tenir une position, disait Bourdieu, c'est déjà faire de la politique. Tenir, on lâche rien, ce fameux mot qui a l'air comme ça jusqu'au boutiste, qui est en fait quelque chose de... Le mot famille revenait aussi beaucoup. Et je crois que nous devons inventer des espaces de communauté alternative qui aient peut-être leurs propres règles, mais des règles souples, douces, de charme, et pas des choses sectaires qui viendraient nous enfermer et nous séparer du reste du monde. Des règles qui soient ouvertes, inclusives.